Je souhaite la bienvenue aux les participants, monsieur Charlie et Shannon, voilà, des États-Unis, voilà, pour parler sur les partenariats stratégiques et aussi les employés directs. Aussi, nous avons notre collègue de Caroline Korivski, qui est une conseillère en la coopération internationale. Voilà, et le fonds d'assurance de chômage estonien. Et nous avons aussi Lorraine Michel et Raphaël Guillard pour parler sur l'intrapreneuse et le pôle d'emploi. Ils ont créé un nouveau service en France pour les utilisateurs. Et, ils vont parler sur les startups. Alors, il y a plusieurs plateformes et services qui sont diffusés en France. Et nous avons aussi John May Huang, qui est directeur de la division services d'emploi au sein du ministère de Ressources humaines et la sécurité sociale en Chine. Elle va parler sur la digitalisation et son utilisation dans le domaine d'emploi. Alors, nous aurons plusieurs sessions, voilà, plusieurs exemples. Voilà, c'est une opportunité d'échange, des idées, des expertises et des bonnes pratiques. Alors, nous donnons la parole à nos chers Charlie Terrillet, directeur à NASWA, et Shannon Afford, voilà, le vice-président. Voilà, pour parler sur leur expérience aux États-Unis. Alors, la parole à vous, messieurs. Merci, Aîné. Je travaille avec l'Association nationale des services d'emploi aux États-Unis. Nous avons trois niveaux d'emploi. Nous avons le niveau fédéral et nous avons aussi le niveau étatique et nous avons enfin le niveau local. Voilà, chaque niveau est dédié pour certains utilisateurs. Voilà. Et nous avons plusieurs agences et nous utilisons la nouvelle technologie pour le service et des employés et des employeurs aussi. Alors, nos systèmes en 2016, voilà, ont servi presque 30 millions, 1 700 000 individus. Alors, notre NASWA, nous représentons l'État et nous ont été établis, voilà, au 1000. Il y a des années, nous avons des partenariats avec le Congrès, avec l'État fédéral, les États fédéraux, et nous avons aussi des partenariats et collaborations avec les ONG, soit en Indiana, soit dans les autres États. Alors, nous avons un programme très élargi, un programme et Mike Pence, maintenant le vice-président, voilà, et aussi je suis le vice-président de NASWA. Alors, le Direct Employer, c'est un autre volet, voilà, de ce programme, de ce service-là. Nous avons commencé en 2001 et nous avons 900 employés et nous avons travaillé avec LinkedIn, Apple, LinkedIn et Facebook et les autres corporates internationales. Alors,
notre réseau est bien élargi, voilà, et sert à offrir voilà, ces services en ligne pour les chercheurs d'emploi et en utilisant la nouvelle technologie, les smartphones, etc. Nous avons des partenaires à travers les États-Unis et notamment la Chambre de commerce américaine, et nous avons aussi un partenariat avec les autres agences fédérales. Alors, nous avons parlé, j'ai mentionné Labor Exchange, l'échange d'emploi dans les États-Unis. Notre expérience peut être dupliquée dans les autres coins du monde, et notre Labor Exchange System, le système d'échange d'emploi, voilà, c'est un service, une plateforme qui aide les chercheurs d'emploi de trouver les opportunités, les offres d'emploi normalement disponibles soit au niveau local, soit au niveau national. Et ça a été entamé, a été établi en partenariat avec l'État pour accroître ce service dans les autres régions américaines. Alors, nous avons commencé par le niveau local, puis le niveau fédéral et puis le niveau national. Alors, notre service, normalement, est gratuit et alors, nous ne demandons aucune rémunération ou aucune dépense aux frais pour ce service-là. Alors, pour parler dans la langue des chiffres, voilà, nous couvrons 50 États et nous avons des agences voilà, dans presque toutes les régions et dans tous les États fédéraux. Et nous avons aussi contribué voilà, nous publions presque 2,4 millions des offres d'emploi chaque jour, et en 2016 nous avons publié presque 13,9 millions des offres d'emploi. Alors, ce sont des figures qui sont très importantes et comme a été mentionné par Charlie, nous avons contribué par 2 millions et quelques des offres d'emploi, et nous avons aidé les chercheurs d'emploi de trouver des emplois, et aussi nous avons établi ces relations voilà, entre les employeurs et les employés. Et voilà, nous estimons que cette année-là, nous allons atteindre 3 millions d'offres d'emploi. Nous faisons tout effort pour accroître nos services et aider. Et nous travaillons avec plusieurs entreprises, avec plusieurs compagnies, et les consultants, nous sommes toujours en contact avec eux. Alors, nous avons réussi de trouver presque 10 millions d'offres d'emploi et d'emplois directs pour les chercheurs d'emploi cette année, et nous allons accroître ce chiffre-là. Alors, normalement, les utilisateurs doivent fournir leurs informations et créer un profil sur nos systèmes, et ils peuvent choisir parmi les offres d'emploi que nous publions sur nos plateformes. Et
Normalement, nous assurons voilà, le rôle d'un pont entre les entreprises et les employés ou les chercheurs d'emploi ou les gens en chômage. Alors, ce sont nos partenaires et nos clients. Nous avons des partenariats avec voilà, ces corporates et ces compagnies voilà, que vous voyez voilà, sur le diapo. Et l'un de nos partenaires, c'est LinkedIn, voilà. Et LinkedIn maintenant publie presque 3 millions d'offres d'emploi voilà, chaque jour. Alors nous avons un partenariat avec LinkedIn. Aussi, nous avons Google qui a lancé un programme ou une plateforme dédiée aux offres d'emploi, la publication des offres d'emploi. Et nous travaillons avec Google pour améliorer et pour développer avec eux voilà, ces plateformes-là. Et normalement, plusieurs gens utilisent Google pour trouver des offres d'emploi. Alors, c'est un partenaire qui est très important. Alors, voilà, concernant voilà, les bénéfices ou les avantages de l'échange d'emplois aux États-Unis, voilà, normalement, nous avons l'intention d'accroître le nombre, voilà, de la publication de nos offres d'emploi et aussi d'accélérer, voilà, et économiser le temps pour les chercheurs d'emploi et aussi évaluer voilà le trafic des patterns voilà en utilisant voilà Google Analytics et aussi aider les employés pour recruter voilà des gens voilà qui ont certaines compétences et certaines qualifications. Aussi, économiser les ressources économiser les ressources et réduire les dépenses. Alors, concernant l'échange d'emploi ou INELEX, voilà, ce sont des résultats que nous avons réalisés depuis 2009 jusqu'à 2017. Alors, ces chiffres, voilà, ne cessent pas d'augmenter, comme vous voyez, mais il y a toujours, voilà, une opportunité d'accroître nos services et une petite chose que je voulais mentionner concernant notre service, nous publions des offres d'emploi et les utilisateurs peuvent cliquer sur ces emplois et consulter voilà, le profil voilà, que l'employeur veut ou les employeurs veulent des employés. Alors, normalement, nous essayons d'analyser ces informations et ces trafics pour améliorer nos services. Et les utilisateurs peuvent choisir voilà, les offres d'emploi selon la localisation, selon la nature du travail ou d'emploi et ils peuvent aussi insérer leurs informations personnelles et leur expérience dans ces plateformes-là et ils peuvent recevoir des notifications concernant les offres d'emploi disponibles qui adaptent à leurs qualifications et compétences. Voilà, nous avons microsites, voilà, des microsites qui sont des pages web, des
micro-pages web où les utilisateurs peuvent créer des profils parce que les pages traditionnelles d'emploi normalement nécessitent beaucoup de temps pour insérer les informations, pour valider certains fichiers, etc. Alors nous avons pensé à développer des micro-sites, voilà, des sites qui économisent le temps et les affaires aussi. Ils peuvent être téléchargés sur les smartphones, sur les portables, et, et ils peuvent être consultés en tout moment. Et comme j'ai mentionné, alors, concernant notre service, il est lié au Google Index et Google Analytics, voilà, pour analyser les trafics et analyser les informations. Et ça aide bien à améliorer notre service. Et aussi, nous voulons travailler, utiliser voilà, l'intelligence artificielle. Il y a des systèmes qui existent maintenant. Ils demandent certaines questions, ils demandent certaines informations et ils peuvent vous trouver voilà l'offre d'emploi qui vous convient. Quelquefois, normalement, alors, aussi, nous avons des partenariats avec l'Université de Chicago et nous travaillons ensemble sur plusieurs opérations de développement. Et nous avons 3 projets de collaboration. Concernant les 2 premiers sont très importants. Et Open Skills Collaborative, il s'agit d'un programme, d'une plateforme qui assesse et évalue les compétences des utilisateurs. Et le sponsor de cette plateforme, nous avons aussi des collaborations avec la Chambre de commerce américaine et Google et LinkedIn et Apple. Alors, ces derniers partenaires voilà, nous aident à analyser et évaluer voilà, les trafics, les informations qui sont transmises sur notre plateforme. Et nous voulons toujours voilà, dupliquer cette expérience dans les autres pays pour échanger voilà, notre best practices ou notre bonne pratique en fait. Merci bien. Merci bien Charlie Tarrell et Shannon Afford. Maintenant, nous passons à Monsieur Anders Gowell. Il va nous donner quelques exemples. Des exemples qui concernent les webinaires et la digitalisation en Suède, dans la Suède. Alors, merci Anders, la parole à vous. Alors, le développement des services digitaux, peut-être c'est une question un peu tricky, voilà, parce qu'il demande beaucoup de l'argent et beaucoup d'efforts et un très grand travail. Et peut-être la productivité, voilà, de tous ces efforts-là peuvent être un petit peu. Alors, d'après mon expérience, je veux partager avec vous voilà, l'utilisation de la technologie que nous avons utilisée. Je vous donne des exemples.
C'est facile à utiliser pour nous et pour nos clients aussi. Nous utilisons la nouvelle technologie qui existe maintenant, mais notre approche, c'est comment rendre cette utilisation plus efficace, plus effective. Euh, alors, c'est Susanna. Susanna, c'est mon collègue. C'est une collègue, voilà, qui est venue depuis 2 ans. Voilà, il a dit, voilà, que nous devons normalement utiliser la nouvelle technologie dans nos services. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment on peut comment on peut Donc c'est quelque chose de très intéressant, comme je vous l'ai dit. Alors, il m'a parlé, voilà, de cette orientation, de cette approche, et il a dit, voilà, que la nouvelle technologie, la digitalisation pour aider nos services, pour aider l'accroissement de nos services, et vraiment, j'ai pas eu de confiance, voilà, dans cette vision-là. Mais maintenant, je constate que je me suis trompé. Alors, je lui ai dit, voilà, que j'allais l'assister, bien sûr, voilà, et je l'ai encouragé, voilà. Alors, il dit, allez-y, voilà, on peut le faire, pourquoi pas. Après une année, alors le podcast voilà, a été téléchargé 465 000 de téléchargements et maintenant il a été atteint 8 millions de téléchargements et nous avons presque 115 épisodes. Et nous avons on publie un épisode chaque journée, chaque jour. Alors, Susanna a prouvé que j'avais tort normalement. Alors, normalement, il y a des questions qui sont un peu très sensitives. Par exemple, voilà, si j'ai voilà, un rendez-vous ou un entretien d'embauche, il y a des choses voilà, qui ne peuvent être pas révélées. Alors, pour parler franchement, voilà, moi et Susanna, voilà, nous avons développé cette plateforme. Et cette plateforme au service a été dédiée pour les immigrants d'origine arabe et il y a voilà, une version en arabe voilà, dédiée aux ces immigrants-là, juste pour faciliter la communication avec eux. Alors, si l'autre technologie, voilà, que je voulais échanger avec vous, alors les webinaires, est-ce que vous savez bien de quoi il s'agit les webinaires? Il s'agit de quoi? Bien, voilà, avez-vous déjà participé, voilà, dans ces webinaires? Voilà. Alors, les webinaires, c'est une technologie, voilà, où nous donnons voilà une conférence par exemple ou une lecture voilà où les gens peuvent assister voilà à cet événement-là en ligne. Et il y a aussi un live chat en ligne. Et il y a une sorte d'interaction entre voilà, les formateurs, par exemple, et les gens qui y participent. Alors, nous avons quelques équipements, des caméras, des microphones, et nous avons commencé après cela. Nous avons réalisé que le groupe ciblé, c'était les jeunes entre 18 ans et 25 ans. Voilà. Alors,
Mais la plupart de ces jeunes-là ont été par communicatives, ont été par voilà, maintenant et aujourd'hui, nous avons des équipements qui sont un peu sophistiqués, un peu professionnels et qui ne coûtent pas beaucoup. Alors la question, voilà, où réside l'importance de webinaires. Par exemple, les webinaires. Dans les webinaires, vous pouvez participer même si vous êtes dans un café, dans une maison, en utilisant votre téléphone smartphone ou votre ordinateur portable ou votre tablette. C'est une chose qui est aisée à faire, aisée à fournir. Mais en Suède, voilà, nous avons voilà, un débit d'Internet qui est un peu très puissant et pour nous, voilà, parce que normalement, nous scrutons et nous recevrons des experts qui sont très célèbres, voilà, pour les mettre devant la caméra et pour donner leur lecture et leur conférence. Nous leur donnons normalement voilà, l'opportunité de travailler même s'ils sont dans leur maison ou dans leur résidence locale. Alors, comme vous voyez ici, voilà, dans sa sidebar, voilà, il y a un petit espace dédié au chat. Voilà, les chats, voilà, pour que les gens puissent poser des questions, faire des commentaires et aussi pour avoir une communication, pour avoir un dialogue entre les participants, voilà, concernant des sujets, voilà, qui les intéressent. Voilà, nous avons, comme vous voulez voir, la maîtresse, voilà, qui supervise cet webinaire, voilà. Il est toujours en ligne, voilà, pour répondre aux questions. Alors, nous utilisons plusieurs langues. Nous avons l'interprète, voilà, et une personne, voilà, qui parle suédoise et autres langues, voilà. Alors, nous avons le service d'interprétariat. Notamment les langues les plus connues, les langues vivantes. Alors, voilà, nous avons un groupe des immigrants en Suède. Voilà, nous les aidons pour s'insérer au marché du travail, marché d'emploi. On lui fournissons par les informations nécessaires. Nous utilisons l'arabe, notamment avec les immigrants d'origine arabe. Et nous avons un moyen de 500 participants par jour, mais nous avons des chiffres à atteindre. Peut-être il sera augmenté dans le futur. Et nous avons la modératrice, comme vous voyez ici. Et une autre chose, une très bonne chose, après le webinaire, voilà, elle reste en ligne pour répondre aux questions. Vous pouvez chatter avec elle, voilà, pour poser des questions, faire des commentaires, etc. Alors, c'est comme vous voyez ici, la satisfaction est normalement, voilà, 99,2%. Voilà, c'est un, voilà, c'est un chiffre, voilà, qui est très satisfaisant, qui est parfait en fait. Alors, nous avons presque 300 000 vues par jour. Nous avons réussi à atteindre voilà, ce chiffre-là de 300 000. Mais nous sommes toujours, voilà, nous faisons encore plus d'efforts pour voilà, améliorer et accroître ce figure-là. Et normalement, nous publions 9 webinaires chaque semaine pour traiter des différents sujets. Et une chose très intéressante, voilà, c'est ça le groupe que nous avons ciblé, le groupe d'âge entre 18 ans et 25 ans. Et il y a aussi
des gens qui sont entre 40 ans et 45 ans. Voilà, ce sont le groupe le plus intéressé. Il est très intéressé voilà, par nos services. Pour les étapes prochaines, nos étapes prochaines voilà, voilà nous planifions de développer et d'établir un studio professionnel pour filmer, voilà, et diffuser nos lectures et aussi de cibler des autres groupes, des autres pays. Nous avons commencé par les employés. Normalement, nous devrons réviser voilà, le temps quand nous devons diffuser ou envoyer les notifications concernant les webinaires et aussi comment assister et supporter les gens qui viennent en Suède. Puis, nous allons combiner et lier ce service-là avec notre site web. Après que vous passez un test, un examen, nous vous recommandons voilà une sorte de webinaire voilà qui nous suggérons voilà des webinaires qui vous conviennent. Et alors après après la rédaction du contenu, un contenu qui est très important, qui est très large. Nous avons créé un autre service, AFPlay. C'est un service voilà, que nous avons développé de Netflix. Alors, normalement, par exemple, si vous regardez un webinaire, vous recevrez notre système peut identifier et collecter des informations concernant les tendances, vos tendances. Et nous avons utilisé cette technologie-là pour accroître nos services. Et aussi, une autre chose, c'est que nous voulons dédier des sortes de webinaires pour les services d'emploi public, pour les managers, pour les administrateurs. Et pour les employés, mais tout ça dépend sur les ressources. Et normalement, nous voulons donner l'opportunité aux clients voilà, de profiter de nos services. Voilà. Alors comment on peut adapter tout ça avec le reste des services? Alors, nous sommes dans une ère digitale. Voilà, il y a une sorte de transformation d'office local vers les offices digitaux. Et cette transformation, voilà, nous marchons vers un self-service, digital self-service. Voilà l'automatisation des services. Par exemple, il y a plusieurs compagnies qui travaillent avec les employés, mais il y a... Il faut essayer de s'éloigner un petit peu du marché du travail. Dans ce cas, vous avez besoin d'assistance supplémentaire. Bien sûr, nous mettons beaucoup de ressources pour ce développement de ces services. Cela se passe depuis plusieurs années et nous mettons toujours beaucoup de ressources dans cela. Et donc, parce que nous en avions besoin, en fait, vraiment. Je dirais ça c'est Mina, elle travaille au centre de contact. C'est un officier et je pense que elle et ses collègues au centre de contact ont un rôle clé dans cette transition que nous faisons vers le digital d'abord. Parce que c'est elle qui fait le chat, c'est elle qui a les contacts vidéo avec les gens, elle répond aux questions au niveau des médias sociaux.
Et elle est bien sûr, elle répond aussi aux appels téléphoniques. Et elle va être en fait très rapidement assistée par l'intelligence artificielle. Mais nous ne sommes pas encore là. Dans une année ou deux, je pense que nous pourrons commencer à avoir un petit peu d'assistance du côté de l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Handas. Caroline, à vous la parole. Elle va nous présenter un grand parcours de digitalisation dans les services d'emploi public d'Estonie. Nous savons maintenant comment procéder. Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline et je viens d'un petit pays, l'Estonie, qui est aujourd'hui très connu pour son e-governance et ses services en ligne. Je vais vous présenter la digitalisation un petit peu d'un différent angle que mon prédécesseur et je vais voir comment est-ce qu'il est possible d'automatiser et de digitaliser vos processus de travail dans vos agences. Lorsque le gouvernement estonien a commencé à mettre en place une société d'information il y a à peu près 2 décennies, il n'y avait pas d'informations digitales collectées par rapport à nos citoyens. C'était notre gouvernement, c'était la volonté de notre gouvernement, c'était sa décision d'investir dans les technologies de l'information et dans ces solutions et de prendre ces routes de technologie de l'information. Donc tout ceci a commencé en 1996 lorsque le gouvernement a établi une fondation. C'était un programme d'éducation pour les écoles et pendant les années, ce programme d'éducation s'est entendu aussi vers les adultes et ceci a vraiment créé des besoins pour des services en ligne modernes. Donc, comment est-ce que la digitalisation a impacté notre emploi public et nos services d'emploi public? Tout d'abord, je voudrais vous montrer une vidéo qui illustre la colonne vertébrale de e-Estonie. C'est la route X qui connecte les bases de données publiques et privées en Estonie. J'espère que la vidéo va fonctionner cette fois-ci. Je vais essayer d'être plus intelligente et plus innovante que tout à l'heure pour vous donner le son. Le fait de... Désolé, nous ne recevons pas le son en cabine. Quantities of data. Estonia lacks a centralized or master database. Data is stored where it is created. Each agency administers its own data separately, and data is not duplicated. At the same time, state authorities... Now there's voice, but no picture, but I know what to do. I have to... Maintenant, il y a de la voix, mais pas de photo. Je dois fermer toutes mes diapositives PowerPoint et recommencer. Je ne reçois toujours pas la voix. Data is stored where it is created. Each agency administers its own data separately, and data is not duplicated. At the same time, state authorities and agencies need data outside their purviews in order to function. For example, the police constantly require information from the population register. Likewise, the Unemployment Insurance Fund depends on information from the Health Information System. How can authorities securely exchange important data?
First, the data must be easily accessible by the authorities that are authorized to use it. Second, the integrity of the data must be maintained. No third party should be able to make any changes to the data while it is in transit. Third, the data must remain confidential during its journey. It must be protected from the eyes of unauthorized parties. The X-Road is a data exchange platform that fulfills all three of these requirements. The X-Road makes life simpler for both the state and the citizens. For example, when a child is born, information about the birth is sent directly from the hospital to the population register. From there, it is sent automatically to the health insurance fund so that the child will have health insurance and a family physician. This prevents the creation of excessive paperwork and saves time. The state functions in the background. The X-Road helps authorities make work processes more convenient. Many activities can be automated, which frees employees to deal with matters that require human involvement. Authorities also don't have to worry about the authenticity of data. They can be confident that data received from the tax board definitely originated from the actual tax board. Additionally, the X-Road can be used regardless of what technology an authority uses. For the state, the X-Road, above all, makes it possible for authorities to efficiently exchange data among themselves. Sensitive information moves securely, and the system itself is so resilient that it cannot be easily brought down by those with malicious intentions. Since the birth of X-Road in 2001, the system has operated continuously without interruption. The X-Road helps the state see the big picture of how different authorities are connected to one another. In addition, the X-Road makes it possible to exchange data not only within the country, but also across national borders. That is, of course, if databases and information systems are working properly. The biggest beneficiaries of the X-Road are, of course, the citizens. They enjoy the benefits of a better functioning state and save all of the time they would otherwise spend submitting papers and forms. How much time? During the time it took you to watch this animation, the X-Road saved around 240 working hours in Estonia. Cool. Okay, done with that. Ok, nous en avons terminé avec ça. Donc, comment est-ce que les services d'emploi estoniens utilisent X-Road? Donc, voici notre échange de données avec différentes institutions publiques. Nous avons 26 différents registres qui sont connectés à notre système, ce qui veut dire que nous recevons automatiquement différents types d'informations dont nous avons besoin. Au milieu de cela, il y a nos principaux systèmes d'information, un pour les services, un pour les allocations, et le troisième c'est pour l'évaluation et le paiement des avantages. Les services d'emploi public en Estonie sont ceux qui utilisent le plus X-Road. Nous faisons 1,4 million de demandes de différentes bases de données par mois. Donc, par exemple, si nous enregistrons en tant que chômeur, nous avons besoin de seulement un clic et nous retirons toutes les données pour savoir si nous pouvons donner à la personne un statut de chômeur ou pas. En même temps, nous donnons aussi des informations à d'autres autorités publiques. Par exemple, tous les chômeurs qui sont enregistrés ont automatiquement une assurance santé. Que nous donnons des informations par rapport à l'enregistrement au chômage au fonds d'assurance santé à X-Road. Donc, quels ont été les avantages de ce système électronique? Non
plus à amener des documents sous format papier parce que ceci est fait automatiquement. Cela nous épargne beaucoup de temps et nous pouvons nous concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire conseiller. Aussi, la qualité des données est assurée par le propriétaire des données. Et donc, dans le cas où il y a une erreur dans les données personnelles, donc le registre qui est responsable de ces données doit régler cela. Aussi, cela nous permet de prendre toutes les décisions dans un temps imparti pour que les clients n'aient pas à attendre très longtemps pour avoir leurs allocations, par exemple. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Parce que rien ne s'est passé du jour au lendemain. Pour nous, certaines des étapes les plus importantes étaient la mise en place du registre de la population et de la carte d'identité. Notre premier système d'information pour les allocations a été mis en place en 2003 et c'est toujours celui que nous utilisons. En 2009, notre organisation est aussi devenue responsable des mesures, mis à part le paiement des bénéfices des avantages chômage. Ensuite, on nous a donné des informations dépassées, un système d'information dépassé qui ne soutenait pas le travail de nos conseillers, mais qui pouvait se cracher à tout moment. Et donc, lorsque nous en sommes arrivés, nous avions commencé à mettre en place un service moderne, et ça, c'est aussi notre portail qui a été lancé à cette période-là. Le développement le plus récent était en 2016 lorsque une réforme a commencé en Estonie et donc tout le système d'évaluer l'employabilité des personnes a changé. Et nous devions bâtir un nouveau système d'information pour traiter tous ces emplois. Donc les différents processus et le développement des technologies de l'information a eu lieu en même temps. Mais comme les plateformes technologiques se dépassent, nous avons commencé à améliorer nos systèmes et à développer de nouvelles versions des avantages et des services. Et en Estonie, il n'y a pas de règle d'héritage, c'est-à-dire quelque chose, d'un système d'information qui a plus de 13 ans ne peut plus être utilisé dans le secteur public. Cette règle nous force vraiment et nos systèmes à être à jour. Et un nouveau sujet sur lequel nous travaillons, c'est l'utilisation des big data pour les chercheurs d'emploi, pour le profilage, ce qui va nous donner plus de preuves et d'informations sur comment conseiller nos clients, quels canaux, vers quels canaux les référer et quel type de service fournir. Donc, pour accéder à nos services en ligne, vous devez juste avoir une pièce d'identité. Une pièce d'identité est en fait obligatoire en Estonie. Donc, tout le monde doit en avoir une. Et avec cette carte d'identité, vous pouvez accéder à toutes les informations et tous les publics services et aussi signer des documents de façon numérique. Vous pouvez aussi utiliser les téléphones mobiles qui ont les mêmes fonctionnalités que la carte d'identité. Notre stratégie dès le départ était de faire plus avec moins. Cela veut dire que nous n'avons pas comme objectif juste d'automatiser ou de digitaliser nos services, mais nous essayons de fournir
les meilleurs services possibles, aussi digitalisés que possible. Nous avons créé différents canaux pour la communication avec nos clients. Tous nos services sont conçus en se focalisant sur le business. Et donc, le côté business est aussi responsable du développement de nos services de technologie de l'information. Et dans ce processus, nous utilisons des méthodologies agiles de développement. Cela veut dire que nous pouvons vraiment très rapidement et avec beaucoup de flexibilité répondre à toute problématique qui pourrait arriver pendant le cours du développement des services de technologie de l'information. Et nous pouvons vraiment au bon moment corriger toute erreur qui se produit. Et en fin de compte, cela nous épargne du temps et de l'argent. Et nous avons des systèmes technologie de l'information qui fonctionnent très bien. Un exemple de comment faire plus avec moins. En 2003, lorsque la gestion des allocations pour jeunes chômeurs, nous utilisions seulement les informations par rapport au salaire avec le système X-Rod. Et en 2007, nous avons aussi commencé à utiliser des informations par rapport à l'assurance chômage. Ensuite, depuis 2014, il est possible de demander ces allocations chômage en ligne et comme le registre du chômage a été créé, nous avons maintenant automatiquement toutes les informations pour savoir pourquoi une personne n'a plus de travail et quand a-t-elle perdu son travail. Et donc pour nous, c'est très facile à prendre des décisions par rapport à l'assurance et à l'allocation chômage. Et cette année, nous avons comme objectif d'automatiser complètement ce processus. Et donc, aucune personne ne fera cela, à moins qu'il y ait des erreurs dans les données. Donc, une personne va soumettre une application en ligne, le système le corrige et vérifie les données. Ensuite, la décision est envoyée par email à la personne et la personne reçoit automatiquement les allocations. Nous sommes passés de ce qui était manuel à des processus électroniques. Et donc, nous pouvons maintenant avoir un très faible nombre de spécialistes travaillant à plein temps pour gérer les allocations chômage. Et cela nous épargne beaucoup de temps. Notre objectif est de passer moins d'une minute par cas lorsqu'il s'agit de la gestion des allocations chômage. Comme je vous l'ai mentionné auparavant, nous avons créé beaucoup de canaux différents pour fournir des services et des informations à nos clients. Notre stratégie a été de mettre en ligne tous les services qui ne requièrent pas un contact face à face, mais nous n'avons pas appliqué la stratégie du tout digital parce que nous croyons que les canaux en ligne ne sont qu'une façon additionnelle de communiquer avec nos clients. Et nous ne pouvons pas, bien sûr, remplacer à 100% les rencontres en face à face avec des services digitaux. Cependant, malgré de bons outils en ligne, le pourcentage des utilisateurs est très faible. Et aujourd'hui, notre défi est d'augmenter le nombre de chercheurs d'emploi qui utilisent des services en ligne. Et pour cela, nous avons mis en place un objectif, par exemple, 35% des... donc, vous devez mettre en place
Donc cela dépend de la promotion des e-channels à vos clients. Donc l'essence des services digitaux, c'est que personne d'autre ne peut concevoir des services en ligne pour nous. Ce n'est pas notre département des technologies de l'information ou une compagnie externe. Mais en fait, le propriétaire du produit du côté business qui connaît le service et qui sait ce qu'ils veulent réaliser. Donc, dans notre équipe de développement, il y a toujours des personnes qui connaissent les technologies de l'information, qui connaissent les services et qui connaissent les lois. Et tous ensemble, nous pouvons avoir un bon système qui fonctionne correctement en fin de compte. Voici juste une liste de différentes étapes dans le processus de développement qui sont très importants en se basant sur notre propre expérience. Donc je voudrais dire que le propriétaire du produit doit vraiment prendre du temps pour faire toutes ces choses à travers, pour répondre aux besoins. Et il faut planifier et prioriser des tâches de développement et aussi toujours tester et donner des feedbacks aux développeurs parce que c'est seulement en communiquant de cette manière que nous pouvons avoir les meilleurs résultats. Quelles sont les prochaines étapes pour nous? J'ai déjà mentionné la plupart d'entre eux, mais ici je voudrais vous parler du data mining et ce que cela veut dire. C'est une idée simple, en fait. C'est que nous devons prendre des données de notre système d'information en se basant sur des registres. Et c'est là où nous pouvons voir les activités les plus communes, ce qui s'est passé par exemple pendant un enregistrement, processus, combien de temps cela nous a pris et combien d'exceptions est-ce qu'il pourrait y avoir. Et donc, dans cette diapositive, vous pouvez voir l'enregistrement des personnes au chômage et la ligne bleue vous montre le chemin le plus commun et les différentes activités qui se sont produites pendant ce processus et le reste est juste, par exemple, certaines exceptions. Et en visualisant ce type de processus de cette manière, nous pouvons vraiment voir comment est-ce que le processus fonctionne, mais pas seulement est-ce que nous pensons qu'il fonctionne. Et nous pouvons travailler sur les différents problèmes qu'il y a dans ce processus. Et pour conclure ma présentation, je voudrais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre des images qui bougent. Donc ici, vous voyez des points qui sont des cas uniques. Vous voyez que certains cas bougent plus rapidement que d'autres. Et donc, notre analyste, par exemple, doit analyser pourquoi est-ce que c'est le cas, pourquoi il y a des cas qui passent plus rapidement que d'autres. Donc, ceci était juste un petit résumé de ce que nous faisons en ce moment et j'espère que tout était clair et facile à comprendre et je vous remercie pour votre attention. Merci Caroline. C'est un très grand programme, très impressionnant de voir ces différents points et ces différences au niveau des programmes que vous avez et ce que vous faites avec le système. Donc maintenant, nous allons entendre l'expérience de nos deux collègues de Pôle emploi, Lorraine et Raphaël. Ils vont vous expliquer c'est quoi le système d'intrapreneuriat
Et ensuite, avec ces startups, nous sommes en mesure à Pôle emploi de créer de nouveaux services électroniques. Merci, à vous la parole. Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. The employment poll was aimed to duplicate the experience of startups and the problems and challenges they met. So we worked on these challenges. So our idea is to create a digital service in order to meet the problematics linked to employment in general. The idea here is to establish a service or a program. Sorry, hold on once again, just to get. That's the same session. Same problem. Chacun sur I think we can recapitulate what we have said. As I said before, for our purpose is to duplicate the experience of, we have been working since 2015 and we want to help the employees to get new jobs. We've got a challenge called Invaxel, and this program helps us in help the people to propose a number of digital services and implement them. Et de la développer donc avec une équipe resserrée. And it's about the computer and digital development. So our objective is about the creation of internal startups and to propose employment services on our platform. So, and this platform proposes about 320 employment services. So the main element of this partnership, intrapreneurship, since 2006 is to come up with small groups of workers, and we fix a period of 6 months to propose an e-service which can be linked to the internet and which will be of good use to the users. And we have
and also to offer a white card for this, an accessible card for these users, so that they can communicate with our general management and to build a relationship with sponsors and also to find funds providers, and also to go down to the field and to meet with the people and to see what are their needs. So within this 6-month period, we meet up with the general manager of employment pool in order to whether he can offer further support to this startup or not. So because sponsors, they have the possibility to inject funds and finance these startups. It depends all on the will and the hard work of the startuppers. So the idea is to normally we meet once every 15 days in Paris in order to discuss these services and the services they can develop and conceive. So it's a real opportunity for us because before 2 years I was an advisor in agency, so now I have the opportunity and the chance to be a part of creating startups, because this helps in making changing some mentalities. We have heard this morning that there is a digital transformation. We need to find our place in this era of digitalization. So we encourage people, and we want to spread this culture of digitalization and to transfer this message and convey it to everyone. And we encourage them to participate with their initiatives to propose them on a national level in France. We've got an asset. This program has a real asset because it has we've got our own API. Where the users can insert their information and profile, and they can even build working with other providers, service providers and partners. And all this strategy and approach is to work towards the same objective, is to be at service of employment in general. Now I give the floor to Ms. Ravail. Thank you. Actually, thanks to entrepreneurship, we have been working on a number of services, innovative services, which can be of good use to a number of people, and also they help the job seekers to find the most suitable jobs for them. Also, there are a number of services dedicated for startuppers. Especially when looking for the access to information. We've got 8 services, and what we propose here, me and Lauren, is to show you a demonstration. We've got 2 services here. First of all, the first demonstration, we talk about the Good Box, which was created and established in 2015. It allows the applicants to subscribe and to put in their information and to publish their information. So the video, I don't know. I think there is a technical problem. That's why you can't see the video. How can I ensure the display? Please, could you help me?
you as an applicant, you are looking for a job, so you may submit some arbitrary applications. This may result in, this might be to no avail, but if you use our service, you don't need to submit your resumes. So you need only to choose a city or a location, and also to choose the nature or the type of jobs you are looking for. It's very short and it's very efficient. So as soon as you the companies find your profile, they get into contact with you, and we notify you, and we ensure a meeting to get your job. Thank you for using our website. Since Wednesday of this week, La Bonne Boîte, or the Good Box, has given a number of opportunities to users because it allows them to we give an alternative, alternation or solution given to the youth who are looking for jobs. They can be recruited directly by using our platform and our services. So it determines the requirements, job requirements, and so we will show you the video, and it's a service which was created by Lauren, and I'm happy to work with her. So we've got a matching service, and it is about customizing the job offer and to determine to decide upon the requirements needed for this job, and even the availability of the applicant. So we've built in and we've developing this matching system. So this service, normally using this service, the applicant doesn't need to submit his CV or her CV. Just need to insert some information and to decide upon the type of job he needs, the field, and also the location, and also priorities, and also the essential skills required or the applicant has, and also the wage requested or needed for this job. So you can customize your application, and then you submit your application. You can make a number of researchers, as many as you can, as many as you want. And also you can choose localization, the geographic localization where you want to location where you want to have this job, and then you have to agree to our terms and conditions, and then your application is published online, and you will get a notification to your email. Then you receive an email of confirmation of your email, and as soon as you confirm the email, you become a member and your application is approved. So the company can contact the applicants directly, and you've got here a summary of the application. This is the candidate form. And it's the same thing applies to the job seekers. They have to insert some information about their place of residence, their address, their contact information, and also the expected wage, and also the availability,
And also, will it be a part-time job or a full-time job? If it's a part-time job, I mean, what is the best moment of day, the time of the day? I mean, the candidate wants, will be it the morning or the afternoon or during the night, and then submission is done. And you get a confirmation email. You open your email and you confirm your application and your registration. And then the two parties, the employer and the employee, becomes interconnected. You've got an email which gives you the details of your application. That's the idea. And as soon as you click on a link, you get back to your page on our platform, and this is the work. Thank you for choosing Pôle Emploi. This service which you have followed now was adapted to every applicant, every potential applicant or employer or employee, and it's a service dedicated to everyone who is looking for a job. It can be a student, it can be even an employee who is looking for an additional job or a second job, or someone who wants to change his job or her job. So we are covering a part of France. We've got 118,000 candidates, applicants, and we are intending to increase this number and also to expand it to other regions in France. Our project for the coming months, we want to reach the figure 1 million of job offers, and our service it proposes about 45 types of jobs, be it full-time job or part-time job. We've got an increasing demand on our services. That's why we are trying to expand our services to other regions in France, and also to add more jobs to our platform. With regard to our marketing strategy, we are working and we are moving toward the usage of artificial intelligence. Some programs which shall be used in order to help the applicants to get new jobs and to access to the job offers. Also, we want to propose to target the people who are in remote areas, especially those who don't have access to new technologies and devices. So it's this is our concept, and this is the idea of our startup. Thank you. Thank you. Thank you very much, Laurien and Raphaël. Maintenant, nous allons passer à notre collègue de la Chine, Madame Junmei Huang, directeur du département du service d'emploi au sein du ministère des Ressources humaines et Sécurité sociale. Elle va nous parler sur la digitalisation au service de l'emploi. Okay, thank you. Now I will tell something about digital technology used in China, in our PS system. First of all, I want to give you some figures about employment in China. Here is the figure we ended of 2017. The total population was 1.39 billion, so it's a huge population. And the people aged from 16 to 59,
was 900 million. Among these people, more than almost 800 million are economically active population. That means these people who need to have a job. And the population who have been employed was 776 million. And the urban registered unemployment rate was 4.02% at end of 2017. So the figure gave you an idea that there are too much people who need job, and the PES has a very huge task to pay. And this is the structure of our PES system. We have 6 levels, from national level down to the village level. And from the national to the district or county level, we have a specific institutions to provide PES services. And to the township and the villages level, we only can have some service people to the PES services to local people. There will be no specific institutions to provide services, but there are some people who make doing this work. And actually, there are a lot of changes in our PES system. First, the target group of PES has changed a lot. Our PES developed from in 1998, the late 1990s. At that time, China, the government is doing its reform on the state-owned enterprises. So there are a lot of laid-off workers. And at that time, there are 30 million laid-off workers need to be placed by the government. So at that time, we developed our PES system to help these people to get work. But now we face more people to get our service. Generally, they include normal job seekers and the unemployed people, the youth and the rural migrant, and other special groups. And from areas, we expanded our service from urban to rural area. That means the whole country is in our service. So in order to provide more services in a large scale, so we try to develop a lot of information technology. In a lot of places, they use different ways to provide their services. You know that China is a big country, and there are huge differences between cities. Some cities may have more money and more advantaged technology, but in some rural and poor areas, they may use very traditional way to provide their services. In the advantaged places, they use different ways to provide services, such as they can provide information through LED screen in the offices, and they also have some self-service machine, and the job seeker people can go to the machine and help themselves. Although we have a website can give more services such as policy information and the job vacancies, job fair information, and also some information about job guidance or career planning. We also have different ways such as email and a telephone hotline, and also short message to give specific information to different people. Et aujourd'hui, parce qu'il y a l'utilisation massive via les téléphones mobiles, on a beaucoup d'applications et d'autres channels qui travaillent sur les smartphones.
Et c'était un moyen très efficace et très bon pour mettre en valeur nos services et nos services. En Chine, il y a plus de 700 millions d'utilisateurs d'Internet. Entre eux, il y a 753 millions d'utilisateurs de smartphones via Internet. Ça veut dire que la moitié des personnes... Ça veut dire que plus que la moitié de la population en Chine utilise les smartphones. Et on a utilisé les applications et les chaînes via l'application WeChat pour trouver de nouvelles opportunités pour ces personnes. Ici, on a des exemples. Sur la gauche, vous pouvez voir les différentes marques. Chaque marque travaille. Il y a des marques qui travaillent sur Shanghai. Et sur la droite, il y a les sites web en forme de code que vous pouvez scanner, qui vous mener directement vers ces sites web. Bien sûr, pas toutes les places utilisent ces channels, mais je voulais vous donner des exemples sur ce que font les personnes en Chine. Le premier exemple, c'est ici, c'est là dans la région de Chongqing. Et ici, vous cliquez ici pour voir, vous pouvez voir, vous cherchez un travail. Et vous pouvez voir les différentes opportunités de travail, les postes disponibles. Vous pouvez voir le nom de la société, la location où se trouve cette société et combien ils payent comme salaire. Et les détails sur l'offre d'emploi. C'est pour donner plus d'informations sur les offres d'emploi via les channels traditionnels. Je voudrais vous donner aussi un autre exemple sur Shanghai. Comme vous le savez, Shanghai est une ville très moderne en Chine. Et la technologie là-bas est utilisée très fréquemment. Shanghai utilise l'application WeChat. Et dans ces channels dans WeChat, on peut trouver toutes les informations sur les offres d'emploi. Ils peuvent publier les dernières lois, les lois importantes et les informations supplémentaires. Par exemple, les activités spéciales ou toute information supplémentaire sur les offres d'emploi. Ils ont une chaîne sur WeChat spécialisée en recherche d'emploi. Par exemple, ici sur le port, chaque channel utilise un channel spécifique pour analyser les sujets dans le mode de travail. Vous pouvez voir ici les chiffres qui montrent depuis 2011 jusqu'à 2016 les changements dans les demandes dans le marché du travail. Et ça vient du site de recherche du travail national. Et vous pouvez aussi voir les salaires différents
dans les trois premières, surtout dans l'industrie. Et la troisième diapo montre les changements. Donc, l'illustration en haut montre les changements. Et l'illustration en bas montre les personnes montre les personnes qui signent des contrats et la longueur de chaque emploi. Par exemple, en vert, les contrats qui ont une durée de 2 ans à plus. 25% des licenciés, des lauréats ont des contrats de 1 an jusqu'à 2 ans. Ici, on a des autres chiffres. Tous ces chiffres sont prises du site national de l'Organisation nationale du travail chinoise, ce qui est gouvernemental. Toutes ces informations sont publiées publiées publiquement pour montrer les changements dans le domaine du travail. Pour voir ce que peut faire l'industrie. Quels sont nos salaires? Ceci est important parce que grâce à cela, on peut savoir exactement ce qui se passe dans l'industrie. Prendre des décisions plus rationnelles. Et ici, je voudrais mettre en avant le fait que la digitalisation de l'information, des technologies d'information est une façon de nous aider à mieux prendre nos décisions et à fournir nos services. Mais nous devons aussi nous concentrer sur le contenu de nos services. Si nous ne pouvons pas améliorer nos services, la technologie ne va pas nous aider. Et donc, ce n'est pas bien pour nous. Donc, nous devons nous concentrer sur nos objectifs, sur quel type de service nous voulons fournir. Et nous devons nous concentrer sur les informations et les ressources pour aider les chercheurs d'emploi et les employeurs. Voici, ce sera tout. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est la fin des présentations, mais c'est le début de notre discussion. Donc, je propose à tous les intervenants de venir sur le front et de juste s'asseoir sur l'estrade. Et nous allons commencer les discussions avec certaines questions de la part de l'assistance, s'il y a des questions. Et aussi, nous aurons des réponses de la part de nos intervenants. Nous avons à peu près 15 minutes pour cela. Et donc, soyez et donc vous pouvez poser vos questions et nous allons pouvoir y répondre incessamment. Nous voulons avoir votre point de vue, vos questions, vos commentaires. Oui, je vous passe la parole. Suzanne, peut-être vous avez une question. Je suis Peter Mekovic de Norvège. Concernant la première question, la première introduction des États-Unis, il y a un terme que vous pouvez garder la prominence de la marque dans cette base de données d'offres d'emploi. Et ça, c'est un problème pour lier les offres d'emploi du privé à la base de données des offres d'emploi publiques. Donc, comment est-ce que vous avez résolu cela pour préserver la visibilité de la part des fournisseurs privés? Merci. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Good
My name. Bonjour, je m'appelle Boris Miawande, je suis de l'Agence nationale pour l'emploi du Bénin, c'est l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'ai une question, c'est de savoir comment est-ce que vous obtenez les retours sur les recrutements des entreprises pour pouvoir générer les statistiques liées à l'insertion professionnelle. Ma question s'adresse notamment à Pôle emploi et aussi aux Américains. Parce que lorsque vous avez vous utilisez des systèmes de matching automatique où les demandeurs d'emploi sont redirigés directement vers les entreprises, comment est-ce que vous avez les statistiques sur les recrutements que font ces entreprises-là réellement? Nous avons ce problème-là au Bénin et je voulais avoir votre réponse. Merci. Merci. Thank you. Other questions? D'autres questions ou nous allons passer la parole aux panélistes? En termes de la première question, lorsque nous avons lancé le NLX en 2007, la plus grande préoccupation, c'est que nous allons perdre le trafic des chercheurs d'emploi parce que nous allons enlever les chercheurs d'emploi de la banque de données. Mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que pour la distribution de l'emploi jusqu'aux différents partenaires, lorsqu'un chercheur d'emploi trouve un emploi dans différents réseaux, le chercheur d'emploi est remis dans la source initiale et donc si le contenu vient de cette banque de données, il va être remis dans cette banque de données et nous aurons les informations. Microphone, please. Microphone, s'il vous plaît. La dame ne parle pas dans le microphone. Service maintenant, donc Pôle emploi France. Aujourd'hui, on arrive à mesurer donc 3 métriques. Donc la première, c'est donc le nombre de mises en relation que l'on fait, donc le nombre de mises en contact, de mises en relation, donc de matching qui s'opère. Le deuxième niveau, en fait, qu'on arrive à mesurer, c'est le nombre de mises en relation ont donné lieu suite à la mise en contact. Et le troisième niveau, c'est le nombre d'entretiens. Alors, comment on arrive aujourd'hui à mesurer ces 3 métriques-là? Grâce, en fait, à des notifications qu'on renvoie, en fait, aux utilisateurs. Alors, bien entendu, ces statistiques sont des chiffres minorants, puisque c'est à partir de déclaratifs d'utilisateurs. Donc, il faut savoir que vous pouvez les retrouver, donc, sur notre site dans la rubrique statistiques. Et d'autre part aussi, étant donné qu'on a cette base de données aussi des utilisateurs, ce qu'on souhaite, en tout cas le chantier qui est actuellement mis en place, c'est de pouvoir faire du croisement de données avec les DPAE, donc les déclarations préalables à l'embauche, ce qui nous permettrait en fait de pouvoir recroiser entre l'entreprise et le candidat qui a été embauché. Mais ça, en tout cas, c'est un chantier qui est en cours. Il ne faut pas aussi se mentir, c'est quelque chose qu'on a du mal à tracer et à capter comme élément, mais en tout cas on y travaille. Oui, puis autre métrique aussi qui va nous permettre de mesurer le retour à l'emploi. Alors ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait du phoning auprès de nos utilisateurs régulièrement pour, lorsqu'ils ne nous ont pas répondu, leur demander, lorsqu'ils sont désinscrits sur le service, s'ils ont été recrutés, si oui, est-ce qu'ils ont été recrutés via maintenant. Et autre élément aussi statistique que l'on va arriver à capter dans le chantier qui va être lancé et dont parlait Lorraine, donc la déclaration préalable à l'embauche, c'est une chose, on va faire le croisement de données. Et puis autre chose, c'est un de nos indicateurs, mais là qui est un indicateur national, un indicateur Pôle emploi, c'est le taux de retour à l'emploi. Donc c'est un de nos indicateurs de notre convention tripartite avec nos financeurs, c'est de regarder lorsqu'il y a eu un matching, si la personne n'est plus inscrite et qu'en plus on a la DPE, on va faire tout un croisement de données et de data qui va nous permettre de recueillir cet élément-là. So one thing I think a lot of Une chose que tous les États essayent de réaliser depuis plusieurs années, depuis le lancement de NLX, c'est que vous n'allez pas avoir tous les demandeurs d'emploi qui vont dans un site fondé par le public. Et donc s'ils peuvent recevoir le même emploi dans notre système ou dans un autre système, et ensuite ils auront ces demandeurs d'emploi qui vont revenir à le système étatique. Et ça, c'est un gain pour eux. Et c'est comme cela que nous avons pu gérer cela. Cela a fonctionné très très bien
Nous essayons d'avoir le maximum de statistiques, mais c'est un problème planétaire. Je pense que c'est très très difficile parce qu'une fois que quelqu'un a un emploi, il ne prend pas le temps de nous en informer et nous ne pouvons pas avoir toutes les informations. Nous faisons un suivi, nous essayons d'avoir ce contenu pour pouvoir donner les statistiques et faire un suivi et faire des études. Et donc nous avons aussi un projet en cours pour faire cela. Et pour l'instant, ça fonctionne bien et très rapidement. Je voudrais juste ajouter que Direct Employers s'est mis en partenariat avec Google First parce que grâce à Google, nous avions les statistiques des personnes sur Google qui étaient suivies par Google et c'était très intéressant parce qu'ils étaient capables d'avoir ces informations parce qu'on n'était pas en mesure de les avoir auparavant. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur seulement les statistiques de Google parce que nous devons avoir les statistiques de tous les sites d'emploi et même les emplois qui ne sont pas par site web. Donc c'est très difficile d'avoir les statistiques. Et nous devons travailler avec l'intelligence artificielle pour y arriver. Notre question sur les résultats des e-services et des self-service. Je voudrais peut-être une réponse de l'Estonie ou de la Suède. Non, vous voulez expliquer quel est votre système pour mesurer le matching lorsque vous utilisez des services digitaux? Je pense que c'est une question importante, n'est-ce pas? Ceci est aussi un des défis en Estonie que nous avons et nous travaillons actuellement dessus. Comment est-ce que nous pouvons mesurer l'activation durable? Parce que pour l'instant, les chercheurs d'emploi ne sont pas obligés de notifier où ils ont été employés et quand, dans quelle entreprise. Et aussi, les employeurs ne sont pas obligés de donner les informations par rapport au fait si leur offre d'emploi a été... on a répondu à cette offre. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous sommes aussi en train de travailler. Nous sommes en train de travailler sur une solution en Estonie, c'est que nous avons ce registre de l'emploi depuis 2014 et nous pouvons en fait lier des données personnelles avec ce registre par la suite et aussi voir si la personne a été employée avec l'entreprise, etc. Donc oui, c'est aussi quelque chose de très important pour nous en Estonie, c'est un sujet d'actualité. C'est aussi un grand défi aux États-Unis, mais je pense que beaucoup d'États essayent de faire le suivi. Nous pouvons aussi remarquer quand les personnes n'ont plus l'assurance chômage ou les allocations chômage, et nous savons qu'ils ont travaillé, mais nous n'avons pas vraiment les informations sur exactement ce qu'ils ont fait. Et donc je pense que nous voulons faire de notre mieux pour avoir ces informations. Et l'objectif ultime, c'est de pouvoir suivre les personnes qui n'ont plus les allocations chômage. Merci. Vous avez d'autres questions, Michael? Allez-y. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes les présentations. Je pense qu'elles étaient très intéressantes. Je commence, peut-être que je l'ai raté parce que mon casque ne fonctionne pas. Mais en ce qui concerne les deux systèmes que vous avez présentés, je me demandais les personnes qui s'enregistrent par la suite. Je suis sûr qu'ils se seraient enregistrés sur Pôle emploi. Maintenant, pour accéder à ce service, est-ce qu'ils font un autre enregistrement? Et s'ils le font, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir des informations à Pôle emploi? Ou est-ce que c'est un nouvel enregistrement? Pour l'Estonie, je pense qu'il paraît que ce soit un très très bon système, mais si d'autres pays essaient de développer un tel système, que serait la procédure? Comment est-ce que vous pouvez être en mesure de développer un système particulièrement X-Road qui est différent système de données? Qu'est-ce qui a commencé d'abord? Parce que c'est vraiment un défi d'avoir un crédit.
Il faut connecter des services, par exemple de l'immigration, etc., pour avoir ces informations du ministère de l'Éducation pour que l'employeur ne passe pas par ce processus encore. Mais c'est vraiment un grand défi. Comment est-ce que vous faites cela et comment est-ce que cela fonctionne? Merci. Donc, oui. Donc par rapport au service, j'ai une oreille en moins. Par rapport au service, comme vous avez pu le voir, en fait, donc ce service est proposé donc à différentes cibles, voire toutes les cibles de personnes en recherche d'emploi ou voire en activité. Et du coup, le service, il n'y a pas de notion de création de compte. Comme vous l'avez vu, les seules données qu'on demande, ce sont le prénom du candidat, son adresse mail et son numéro de téléphone. Idem pour l'entreprise. Du coup, ce qui permet aussi de pouvoir s'ouvrir donc à d'autres nations, voire d'autres services, sans forcément faire le lien avec les données Pôle emploi. Sachant que c'est un chantier qui est également en cours, on va pouvoir offrir la possibilité aux utilisateurs soit de s'identifier avec leur identifiant Pôle emploi ou pas. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucune notion de création de compte. Donc ce n'est pas un problème avec le service maintenant. Oui. Ok. La réussite derrière la e-gouvernance en Estonie dépend de la volonté politique. Lorsque le gouvernement a pris cette décision, il a dit oui, nous allons aller vers le numérique parce que nous devons réaliser que l'Estonie est un petit pays. Nous n'avons pas suffisamment de gens pour faire toutes les tâches administratives. Donc nous devions trouver une solution. Comment on pourrait gérer ces tâches bureaucratiques dans le pays en général. Et donc premièrement, la volonté politique. Lorsque la législation aussi, vous devez avoir bien sûr des lois qui régulent ce type de e-gouvernance et aussi la protection des données. Et lorsque vous devez avoir de la confiance de la part des citoyens et de la population, ils peuvent voir que le système fonctionne bien. Je ne sais pas, il identifie les données et essaie de savoir en quelque sorte et les utiliser d'une bonne manière. Donc oui, cela prend des années parce que ça ne va pas se passer d'un jour au lendemain. Mais voici les étapes par lesquelles nous sommes passés en Estonie pour aller vers cette e-gouvernance. Merci Caroline. Une dernière question, parce que je pense qu'il est temps. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes vraiment fatigué? L'interprète est vraiment fatigué, entre autres. Donc je pense que nous pouvons arrêter maintenant. Merci beaucoup. Je pense que c'était une très bonne session grâce à vos contributions. Merci beaucoup.